Et aujourd'hui, André Berkoff reçoit Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta, ancien directeur adjoint de Paris Match et surtout auteur aujourd'hui de Qui est le diable, l'autre ou l'Occident qui paraît aux éditions Max Milo. Alors Régis Le Sommier, bonjour. C'est pas la première fois que je vous reçois et c'est toujours avec plaisir. Mais alors là, dites-moi, vous devenez mystique pratiquement. Qui est le diable, l'autre ou l'Occident ? Et effectivement, je l'ai lu avec intérêt. Tous vos chapitres, en fait, c'est vous faites non pas des personnifications du diable, mais vous posez la question. Je rappelle, ça va de Staline à Trump, en passant par Bachar el-Assad, Kadhafi, Gerry Adams, l'Irlandais, Oussama Ben Laden, Poutine et Yahya Sinwar, le leader du Hamas, qui a été effectivement un peu éparpillé façon puzzle il n'y a pas si longtemps. Au fond, et vous êtes reporter de guerre depuis très longtemps, grand reporter déjà, depuis très longtemps. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'utiliser cette métaphore du diable ? Pourquoi ce fil rouge ? Écoutez, ce fil rouge, il vient d'un constat absolument personnel lié justement à cette activité de reportage. J'ai pas mal parcouru l'Afrique, notamment avec nos troupes, sur l'opération Barkhane. Ouais. Quasiment tous les ans, j'avais fait pour Paris Match à l'époque des grands reportages et j'ai voulu comprendre quelle était l'origine de la détestation de l'Occident, parce que notre retrait de cette Afrique de l'Ouest, il a été absolument spectaculaire. Et il l'est de plus en plus, enfin. Oui, alors ça c'est le problème particulier de la France. Mais au-delà de ça, on a vu et on a assisté tous à cette montée en puissance des BRICS, du Sud global, qui a commencé à proposer un discours alternatif à celui de l'Occident. Mais au-delà de ça, j'ai voulu comprendre vraiment dans le fond comment et pourquoi on en était arrivé à peut-être se dire finalement est-ce que le diable c'est pas nous, c'est pas du tout une autocritique ou quelque chose d'anti. C'est pas du masochisme, pas de la culpabilisation, du repentance. Non, pas du tout. Je ne fais pas non plus de l'anti. Je suis un Français patriote. J'aime mon pays et j'ai envie de comprendre pourquoi ceux qu'on a éclairés. Alors on les a pas tous toujours éclairés. On a été aussi très cruels, très brutaux vis-à-vis du reste du monde, mais enfin on avait une voix singulière, nous et au-delà l'Occident, et pourquoi cette voix aujourd'hui est non seulement mise en cause, mais l'objet. J'écoutais il y a 2 jours par exemple le président sénégalais expliquer qu'il allait débaptiser tous les noms des rues aux généraux français ou aux personnalités françaises, et donc ça j'ai voulu aller au fond, et c'est pour ça que je me suis posé la question de la problématique du diable, et j'en ai déduit plusieurs points, notamment pour faire court, que c'est probablement la chute de l'URSS, c'est là que ça commence, c'est-à-dire au moment où on avait un diable confortable qui était l'URSS, auquel on pouvait projeter tous les fantasmes de toute notre noirceur, en disant que finalement nous on était le camp de la liberté, l'ennemi totalitaire, ce salaud par rapport à nous qui étions le camp du bien. Mais il était confortable, il était confortable, et là tout à coup l'URSS nous prive d'un ennemi et les choses deviennent tout à coup très très compliquées. On commence à faire la police dans le monde, on se dit tiens Saddam Hussein, on va le dégommer, Kadhafi, et ce qui est très intéressant c'est que par rapport à ces diables, alors peut-être vous avez cité Yahya Sinwar, quand même un personnage qui vient, je dirais, s'empiler sur toutes les couches et les couches de la lutte palestinienne, mais au-delà de ça, la plupart des gens dont je parle dans ce livre ont été des amis de l'Occident. Ont été des alliés. Saddam Hussein a été notre bouclier face à l'Iran. Vous savez, Kadhafi nous a servi de frontière du sud de l'Europe. Et comment, finalement, en les désignant diables, d'abord non seulement en allant chez eux et en intervenant, on n'a rien changé, au contraire, on a anéanti ces pays, et peut-être que vient de là, justement, de cette espèce de suprême arrogance à dire quel est le bien et le mal, le fait qu'aujourd'hui, on en soit globalement détesté par une grosse partie de l'humanité. Alors, paradoxe le sommierien, mais intéressant. Je rappelle, vous donnez comme exergue de votre livre, dans son entretien avec Tucker Carlson l'an dernier, Donald Trump dit « Nous avons dépensé 9 trillions de dollars, c'est-à-dire 9 000 milliards de dollars, à bombarder comme des malades le Moyen-Orient. Nous y avons semé la mort, y compris celle des nôtres. Et qu'est-ce que cela nous a rapporté ? Rien. » Et alors, justement, quand je parlais de paradoxe, c'est que vous finissez vos portraits sur Donald Trump.
Oui. Qui est quand même l'occidental de chez occidental. Occidental de chez occidental, mais aussi très paradoxal. Ça pas toujours. Alors vous le savez très bien, André, puisque je me souviens que au pronostic de son élection en 2016, vous et moi avions été chez du Guillaume Durand sur Radio Classique, si je peux me permettre de le citer, avions été les deux à prédire que Donald Trump allait l'emporter. Non, Donald Trump, ce qui est très intéressant, c'est que là aussi, ça a été quelqu'un qui n'était pas le diable à une époque. C'était un milliardaire comme il y en a aux États-Unis, un peu fantasque, etc. Puis à partir du moment où il commence à gêner, on va dire, une narration voulue par certains, on va dire, sans faire de complotisme, mais une sorte de camp du bien. Mais à partir du moment où il entre en politique, tout à fait. Et surtout parce qu'il est élu. Et c'est le candidat qui n'était pas attendu. Et c'est là où tout le système va lui faire la guerre pendant 4 ans. Et là, il a compris. Quand il prononce cette phrase, il se place dans une recomposition du monde. C'est là que c'est intéressant. On est dans un monde multipolaire et Trump dit, si l'Occident et les États-Unis, et puis tant pis si vous, l'Occident, les Européens, voulez pas venir avec nous, mais nous, on va défendre nos intérêts et on va pas abandonner la partie. On va la jouer. On va peut-être étoffer notre précaré. Alors, le Canada et le Groenland sont inquiets, Panama. Et le canal n'a qu'à bien se tenir. Mais c'est le tempo de l'époque. Et nous, là-dedans, finalement, on peut peut-être suivre. En tout cas, Donald Trump a fait un constat absolument dramatique, enfin un constat, je dirais, au scalpel, sur l'importance et ce que ça a pu, les dégâts qu'ont pu causer, justement, cet interventionnisme forcené au nom de prétextes souvent d'ailleurs liés à la liberté, la démocratie, puis on s'aperçoit qu'au final c'est pas du tout ça. Donc on est dans une recomposition. Voilà. Et Régis Le Sommier, justement, vous parlez de tout ça au long de votre livre, mais est-ce que cet interventionnisme, bien sûr qu'il y a un interventionnisme français, mais enfin il a surtout été américain depuis, comme vous le dites, depuis une 50aine d'années, est-ce que c'est toujours au nom du bien, au nom de... parce que c'est surtout les néoconservateurs, toute la doctrine, effectivement, de Zbigniew-Brzezinski, enfin, de toute cette époque-là, que vous connaissez très bien, vous avez été très longtemps correspondant aux États-Unis de match. Mais est-ce qu'on est encore aujourd'hui, où justement... Pour rester juste un peu sur Trump signale la rupture avec ce courant qui a duré 50 ans, en disant oui, nous sommes les gendarmes du monde et nous allons continuer à l'être. Trump va jouer de la puissance américaine, mais il est plutôt dans ce qui est intéressant, il est dans le rapport de force en fait. Il n'est pas forcément dans l'affrontement militaire. Je pense pas qu'avec la Chine, Trump a le désir profond d'arriver jusqu'à un conflit autour de Taïwan. En revanche, il va y avoir, on va discuter, ça va être, on va retrousser ses manches, ça va pas être simple. Alors, il s'est posé en faiseur de paix, ce qui est quand même un paradoxe, c'est-à-dire que Trump, le milliardaire républicain, fantasque, tout ce qu'on veut, tous les adjectifs peu aimables qu'on a pu, va peut-être être celui qui ramène la paix, parce que la paix est devenue même un élément contesté, c'est-à-dire si vous demandez la paix, notamment en Ukraine ou entre la Russie et l'Ukraine, vous êtes classé dans le clan de Poutine. Donc ça c'est une chose qui est quand même assez aberrante au niveau de l'inversion des valeurs à laquelle on a assisté. Mais je crois que Trump, aujourd'hui, pose les choses, pose le rapport de force, et que, oui, il s'est rendu compte d'un certain nombre de choses. Je pense que les choses vont être différentes. On arrive à la fin d'une époque. Alors, la vraie question, vous connaissez comme moi ce vieil adage d'Antonio Gramsci, qui dit le vieux monde se meurt, le nouveau monde n'est pas encore né. Et entre les deux, c'est la crise. Dans le clair-obscur surgissent des monstres. J'ai encore du mal à déterminer si Donald Trump fait partie de ces monstres ou s'il fait partie du nouveau monde. Mais en tout cas, il est clair qu'on est dans une époque transitoire extrêmement intéressante pour quand on est journaliste, mais en tout cas sur laquelle ce manichéisme peut-être va arrêter. On va commencer à regarder peut-être l'autre avec ses avantages, ses inconvénients, et se dire de toute façon, il existe. On ne va pas pacifier le monde avec notre idéologie social-démocrate, c'est fini. En tout cas, c'est ce qui se dessine, et on le voit effectivement dans à partir du 20 janvier, on verra, qui vivra verra et qui votera verra. Régis Le Sommier, justement, vous prenez un certain nombre de gens, c'est très intéressant de voir au fond
Parce que ce que vous dites aussi, il y a de ça, on a à travers les chapitres, vous dites qu'il y a des gens qui ont été presque enfantés par l'Occident, en général, ou l'Amérique en particulier, et qui, comme Frankenstein, se retournent contre les créateurs. Et ça, c'est quelque chose de passionnant à montrer. On va en parler juste après cette petite pause. On va rentrer dans l'univers de Oussama Ben Laden, de Bachar el-Assad, etc. C'est vrai, c'est des gens qui, au départ, étaient considérés formidables. Rappelez-vous, Ben Laden va détruire les soviétiques, donc il va être avec nous, Bachar el-Assad, etc., etc. Mais on va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Et n'hésitez pas à réagir en appelant le 0826 300 300. À tout de suite. Berkoff dans tous ses états, midi 14h. Et nous sommes toujours avec Régis Le Sommier. Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? C'est aux éditions Max Milo. Le livre paraît dans 48 heures. Lisez-le. Parce que, effectivement, c'est une promenade, un voyage à travers un certain nombre de gens qui se sont portés, à un moment donné, considérés comme interlocuteur très valable par l'Occident, et puis ça a changé. Et justement, Régis Le Sommier, on pourrait parler d'Oussama Ben Laden, personnage assez exemplaire de ce point de vue-là. Oui, assez exemplaire, puisque moi j'ai eu l'occasion dans ma carrière d'interviewer un personnage qui s'appelait Michael Scheuer, qui était le patron de la CIA à Peshawar au moment de l'occupation soviétique en Afghanistan. Ouais. Et je lui ai posé la question sur Ben Laden, et il me disait oui, Ben Laden, alors c'était un de nos alliés, nous n'avions pas de relation directe avec lui, mais nous lui fournissions des armes. Quand vous avez le chef de la CIA de l'époque qui vous dit on fournissait des armes à Ben Laden, c'est un peu autre chose que la CIA donnait des armes à Ben Laden, c'est lui qui vous le dit. Donc, et là, vous comprenez qu'on est à l'origine du mal quelque part. Origine du mal qui est non pas de vouloir sauver les Afghans de la tyrannie soviétique et du régime de Najibullah, etc. De faire que les Soviétiques ont fait beaucoup de dégâts et ont tué beaucoup d'Afghans. Mais c'est que les Américains jouent contre les Russes la carte religieuse, c'est-à-dire ils s'engouffrent dans le radicalisme, dans le soutien au radicalisme religieux. C'est pas la seule fois, on va le voir par la suite, qu'ils vont le faire, où ils privilégient finalement cette dimension-là. Et quand on le sait, du radicalisme religieux islamique n'est jamais venu la stabilité. Au départ, contre Bachar el-Assad, c'était la même chose. Donc on se rend compte qu'en fait, on a un personnage qui a été donc par l'Occident, qui avait d'ailleurs sur la personnalité de Ben Laden, elle est très intéressante parce que c'était un véritable internationaliste. C'était quelqu'un qui vient d'une famille riche saoudienne, qui a voyagé en Europe, et donc il y avait cette ouverture au monde, et ouverture contrariée puisqu'il choisit la voie du djihad, il se fait exclure d'Arabie Saoudite, il va au Soudan et ensuite en Afghanistan. Mais pour ce qui est de Ben Laden, on est vraiment dans le personnage qui, pour une raison, va se retourner contre l'Occident, va se retourner contre les États-Unis jusqu'à faire quand même le 11 septembre. C'est la créature au départ qui est effectivement... Mais Régis Le Sommier, est-ce que vous ne pensez pas déjà qu'il s'est battu contre les Soviétiques? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on ne peut pas parler à sa place, mais dans sa tête, il pensait qu'après les Soviétiques, arrivait l'Occident. Il était déjà anti-occidental, même s'il ne le montrait pas. Oui, alors en fait, l'idée, c'est que le premier djihad, enfin l'un des premiers, s'est fait contre les Soviétiques. C'était, à l'époque, l'argument, c'était la domination des athée, de l'empire athée. Voilà, et donc là, il y avait une mobilisation, et c'est là qu'est né Al-Qaïda. Al-Qaïda, ça veut dire la base, il faut le prendre sous l'acceptation, la base de données, pas la base secrète, c'est l'ensemble des combattants, des moudjahidines ayant fait le djihad en Afghanistan contre les Russes. Ensuite, il va se retourner pour une raison simple, c'est-à-dire qu'il va comprendre, il est déjà très hostile à la famille saoudienne, mais la famille saoudienne, pour la première guerre du Golfe, va accueillir les Marines sur le sol des deux mosquées, de Médine et de la Mecque, et ça pour lui c'est insupportable. C'est les koufars, les mécréants qui viennent fouler le sol, et du coup il retourne son djihad contre l'Occident, contre les alliés des Saoudiens, la famille Saoud, et aussi l'Occident et les États-Unis jusqu'à concevoir le 11 septembre. Et alors justement, c'est très intéressant. Est-ce que les États-Unis, d'après, vous étiez déjà et depuis longtemps journaliste, est-ce que les États-Unis ont vraiment cru que pendant un moment, enfin ils pensaient que
ils ne pensaient pas une minute que Ben Laden ou les gens qui travaillaient autour pourraient se retourner contre eux. Non, je pense qu'il y avait une sorte d'aveuglement par, c'est une constante dans la vie des politiques américaines, par obsession anti-russe. C'est ça. Une obsession qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est les Russes, et les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Vous savez, quand j'étais correspondant aux États-Unis, je me souviens très bien, à l'époque c'était donc Ben Laden, il y avait aussi le califat, il y avait les Daesh, etc. Qui remontaient. Je me souviens d'avoir vu des propos de sénateurs comme McCain ou Lindsey Graham nous expliquer que c'était un peu une distraction, cette lutte contre l'islamisme radical. Le vrai ennemi, c'est resté la Russie, la Chine, l'Iran. Et ça a duré très longtemps, ça. Tout à fait. Et c'est toujours quelque chose d'extrêmement important qui est là. C'est les 50 ans d'affrontement Est-Ouest qui ont laissé ça, et on a retrouvé un peu à la faveur de la guerre en Ukraine cette idée que le diable qu'on avait avant, on aimerait bien le retrouver parce que c'est un ennemi digne de nous. Il y a ça aussi. Voilà. Très intéressant, sans faire de transition, mais c'est vrai, pour parler de l'Ukraine que vous avez beaucoup suivi, vous avez fait beaucoup de reportages. Je l'évoque aussi. Effectivement. Et donc, si vous voulez, quelque part, le diable, pour un certain nombre d'Américains, c'est toujours la Russie. Pas pour tous, mais pour un certain nombre de responsables, je dirais. Oui, et puis pour un certain nombre d'intellectuels en France aussi, qui sont dans cette ligne de néoconservatrices, obsessionnels anti-russes, qui se sont, je dirais, défoulés au regard de la guerre en Ukraine. Alors maintenant, on les entend un peu moins parce que ce qu'ils avaient prédit ne s'est pas réalisé. Le réel frappe à la porte, quand même. C'est ça, et c'est ça le problème. Mais je reproche aussi, et ça c'est d'un point de vue journalistique, et vous allez y être sensible, je pense, André, c'est que on nous plaque une narration plus qu'on s'en tient aux faits. C'est ça le problème, c'est que d'avoir imaginé que l'Ukraine, avec ses 40 millions d'habitants, pouvait mettre à genoux, même avec le matériel occidental, 141 millions de Russes, à la base c'était illusoire. Mais on a voulu y croire. Et on s'est embarqué dans une narration précise, construite par des agences de communication, par des relais think tank, par des officines, vous savez que les États-Unis en ont plein. Et par des généraux de plateau sur certaines chaînes d'infos en continu. Et ça a été un festival et la construction de ce diable. Alors Poutine mérite d'être le diable, c'est lui qui avait attaqué, il a énormément de tort aussi. Mais si vous voulez, on ne pouvait plus, et c'est là où j'ai trouvé un parallèle avec la guerre en Syrie, avec la guerre en Irak, c'est que pendant une période, toute opinion ou toute, comment on va dire, vision un peu alternative, toute nuance même, était considérée comme suspecte, voire dénoncée. Et c'est là où il y a un vrai problème journalistique avec cette façon de voir le diable ou de désigner les diables, c'est que, eh bien, la vérité, ou en tout cas ceux qui cherchent la vérité ou qui cherchent à s'en approcher, eh bien, sont contrariés parce que ça ne correspond pas à la narration voulue pour tel ou tel conflit. Et ça dure pendant longtemps jusqu'à ce que le réel vienne frapper à la porte, vous l'avez dit. Et là, tout à coup, on s'aperçoit que, on considère, par exemple, sur l'Ukraine, que la guerre, elle n'a pas démarré en 2022, elle a peut-être démarré en 2014, que, tiens, les accords de Minsk n'ont pas été appliqués, c'est pas Poutine qui a fait sauter Nord Stream. Enfin, voilà, tout ce qu'on entendait au début de la guerre devient contesté et devient, je dirais, une évidence. Alors que, vous le disiez à l'époque, vous le savez très bien, ce n'était pas acceptable, ce n'était pas entendable, et vous étiez dénoncé. C'est ça qui est pire. Et c'est fou, parce que cette espèce d'entêtement dans le narratif qu'on entend encore aujourd'hui, si vous voulez. Encore une fois, on ne nommera personne, mais vous aurez certaines télévisions et certaines chaînes, vous écoutez. Ça continue. Ça continue. C'est comme il se passait rien, ils vivent dans le métaverse. Mais totalement. Moi, j'ai ma réalité à moi, le reste, j'en ai rien à faire. Non, mais totalement. Voilà. Et ensuite, il y a toujours cette difficulté, alors qui n'existe pas chez les Américains, je trouve, et c'est pour ça que je sais que vous appréciez l'Amérique. Il y a dans le journalisme américain une sorte de repentance quand on s'est trompé. Ça n'existe pas en France. Oui, mais on reconnaît. Jamais. Reconnaissez que vous vous êtes trompé, tout le monde se trompe. Bien sûr, le New York Times l'a fait, le Washington Post l'a fait sur plein de faits liés à la guerre en Ukraine, justement. En France, je ne verrai jamais ça dans le monde, un mea culpa, ça n'existe pas. Ils ont raison par définition. Aujourd'hui, ils sont un petit peu seuls. On sent quand même, il y a une certaine fébrilité. D'autres médias se sont construits. Les gens, à force d'entendre des âneries, ont voulu aller écouter ailleurs. Et voilà, c'est une époque aussi qui est en train de changer.
C'est vrai, on va en parler aussi juste après cette petite pause. On est toujours avec Régis Le Sommier et c'est très intéressant parce que le diable se cache aussi dans des détails, ne l'oubliez jamais. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? Régis Le Sommier aux éditions Max Milo. Voyage très intéressant, voyage d'ailleurs très animé à travers un certain nombre de personnalités et surtout ce qu'ils ont représenté, parce que ce qui est intéressant dans le livre de Régis Le Sommier, c'est qu'on voit aussi les différentes visions successives d'ailleurs au fil de l'histoire. Comment on considère Staline, qui était, je le rappelle, quand même dans les années 50, c'était le grand homme, c'était le petit père des peuples, y compris en Occident, en tout cas chez les communistes et ailleurs, et des bons. Alors, justement, remontons un peu à Staline, qui est votre premier chapitre, Régis Le Sommier. Staline, c'est vrai, parce que jusqu'à présent, d'ailleurs, dans la discussion, il dit oui, d'accord, Staline, mais si les Ruskov n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie, ce qui n'est pas totalement faux, d'ailleurs. Comme dirait Michel Sardou. Comme disait Michel Sardou, voilà, en adaptant. Oui, tout à fait. Non, ce qui m'a intéressé, alors pourquoi je suis parti de Staline, parce qu'évidemment, derrière Staline, il y a Hitler. Donc ça me permet de traiter deux diables dans le même chapitre. Et ce qui est très intéressant dans Staline, et l'exemple est assez parlant, parce que on part avec Korba, de son nom de guerre, quand il est en lutte pour le parti bolchevique dans sa Géorgie natale. Il commet des crimes, il commet des braquages pour financer la lutte, la révolution. C'est un voyou. Mais au départ, c'est vraiment le communiste avec le couteau entre les dents. Et quand il arrive au pouvoir, il est traité aussi comme un danger. C'est le diable. Et on va s'allier avec lui pour conjurer un diable qu'on juge plus dangereux, évidemment, qui est Hitler. Et en fait, ce qui est intéressant avec Staline, c'est que à partir du moment où Hitler est éliminé, où la menace de l'Allemagne nazie est terminée, 1945, alors vous l'avez souligné, à part dans certains, mais ça faisait beaucoup de monde qui admirait Staline dans le Parti communiste. Rien qu'en France, il faisait 25 à 30% le Parti communiste français aux élections. Absolument, mais Staline redevient, dans le cadre de la guerre froide, un diable. Donc en fait, il est diable au départ, il ne l'est plus pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Bon, les Américains le regardent en disant voilà, on l'aura sans doute sur notre route très rapidement. Certains, comme MacArthur, pensent que d'ailleurs le général Patton pense que les soviétiques sont presque plus dangereux que les nazis. Voilà. Et donc on sait qu'un jour il y aura affrontement. Mais donc il va y avoir une utilisation, parce que c'est toujours la question du rapport entre l'Occident et le reste du monde, une utilisation de Staline à des fins pratiques, simplement pour nous débarrasser d'Hitler. Donc voilà. Donc c'est mon premier, et j'ai glissé aussi le personnage de Jerry Adams aussi pour dire l'Irlandais, l'Irlandais, l'IRA, les attentats, le groupe terroriste, les campagnes d'attentats de l'IRA des années 70-80 contre la couronne britannique, l'assassinat de Lord Mountbatten, bref, tout ce qui fait des républicains irlandais un groupe démoniaque qui a utilisé tous les possibilités qu'ils avaient du terrorisme de l'époque, avec Carlos, torture, tout. Exactement, et qui aujourd'hui, dont un des représentants vient et siège aujourd'hui comme Premier ministre d'Irlande du Nord. Voilà, on peut être diable et ne plus l'être en fonction des circonstances. Donc il y a toujours un rapport. Mais ce qui est surtout très intéressant, je trouve, moi, c'est la manière, c'est ça que j'ai ausculté. Vous avez évoqué Trump tout à l'heure, mais comment quelqu'un de jugé acceptable, normal, va tout à coup passer dans l'autre camp. Bachar el-Assad est un exemple incroyable, avec les espoirs que Chirac avait fondés sur sa présidence, et comment, à la faveur d'Hariri, l'assassinat d'Hariri, il redevient dans le camp du mal. Le Premier ministre libanais de l'époque. Bien sûr, il est ressuscité, ressorti par Nicolas Sarkozy,
Sarkozy dans le cadre de l'Union de la Méditerranée. Donc il y a toujours, voilà, avec ces notions, on joue sur ces notions en fonction de nos intérêts, on désigne les diables, mais le problème c'est qu'in fine, on ne solutionne rien. Quand on voit ce que nous prépare le nouveau gouvernement en Syrie, on sait que ce sont des djihadistes, on sait qu'encore une fois, voilà, on cède on les à la présente pression comme, d'ailleurs, radicale. c'est intéressant, des djihadistes modérés. Oui, un peu comme les talibans. Alors les talibans, c'est encore plus dingue. On passe il y a 20 ans, on va les déboulonner parce qu'ils hébergent Oussama Ben Laden, et 20 ans plus tard, on leur redonne les clés. Absolument. Voilà. D'une manière d'ailleurs assez honteuse. Alors, justement, je voudrais qu'on en parle. Je rappelle 0826 300 300 pour tous ceux qui veulent intervenir. Vous êtes évidemment les bienvenus. Mais quand même, est-ce qu'au fond, ce que vous dites, parce que en lisant votre livre, on se dit, est-ce que c'est quand même quelque part, je schématise bien sûr, est-ce que c'est l'Occident qui tire les ficelles? Je m'explique, même contre lui, parce que la corde se casse quelquefois. Est-ce que c'est comment on décide? On dit tiens, celui-là il est avec nous, puis ah non ça va pas, il est contre nous, puis il redevient avec nous, puis il est contre nous. C'est en fonction en fait des intérêts. Une nation, oui, vous savez, on l'a dit, n'a pas des amis, n'a que des intérêts. Ou c'est en fonction de quoi, cette espèce de retour, d'aller-retour de flamme? Et je dirais que ce serait excusable si c'était strictement en fonction de nos intérêts. Pour les Américains, ça ne pose pas de problème. Mais il y a quand même le vernis autour de tout ça. Quand les Américains interviennent en Irak, qui est une des grosses fractures quand même des 20 dernières années en politique internationale, il y a cette idée il y a plusieurs convergences d'intérêts, les néoconservateurs avec leurs théories, la prédominance américaine dans le monde, les intérêts économiques, le fait que voilà, il y a une conjonction d'intérêts qui fait que pendant le gouvernement Bush, on intervient en Irak. Mais l'Irak va provoquer finalement une sorte de tectonique des plaques déjà, puisque il y a une chose qui se passe avec l'Irak qui est très intéressante par rapport à la promesse de 1991, c'est-à-dire, vous vous souvenez, là, à l'époque où les gens écrivaient des livres sur la fin de l'histoire. Oui, voilà. Francis Fukuyama, voilà, etc. Et où on disait le modèle libéral occidental triomphe. Il ne reste plus finalement que des pays qu'on appelait émergents. Ça voulait dire qu'ils étaient amenés à devenir comme nous. Et puis il y avait le fond de la cuve, c'est-à-dire le tiers-monde, bon, qui était là, qui servait de main-d'œuvre. Bref, dans notre vision, on avait gagné et l'Union soviétique avait perdu. Mais avec l'Irak, l'Amérique commence à se comporter comme un État voyou. C'est-à-dire que il y a eu plein de gens qui ont attaqué leurs voisins, il y a eu il y avait plein d'affreux jojos dans le monde, mais quand la puissance qui semble finalement détenir la superpuissance, d'être la superpuissance, il y a un magistère moral qui se crée, et à partir du moment où l'Amérique le brise, eh bien les autres se disent l'Iran, la Turquie, pourquoi est-ce que nous on obéirait à des règles, puisque regardez, les Américains font une guerre illégale, une guerre basée sur des mensonges, et tout ça crée ce qu'appelle le diplomate Rassam Salamé, diplomate libanais Rassam Salamé, qui dit c'est la dérégulation de la force. En fait. Oui. Et ça va changer beaucoup de choses. Mais la dérégulation de la force. À partir du moment. Non, mais la dérégulation, la force a existé. Le monde de l'après-guerre avait ses règles. L'ONU, De Gaulle l'appelait le machin, mais si vous voulez, il y avait quand même les puissances occidentales derrière. Et puis il y avait ce monde soviétique qui nous permettait, comme je l'ai dit, de façon assez pratique et confortable, de nous voir comme les parangons de la liberté. Est-ce que je n'en parlais pas directement dans votre livre encore? Est-ce que quand même parmi les points de rupture, ça n'a pas été l'OTAN qui bombarde la Yougoslavie en 99? Totalement. Sans l'avis de l'ONU, je crois que ça a été un point de rupture, oui, ça aussi. Il y a ce point de rupture-là, il y a des moments où on se comporte, en inventant des choses, en inventant des massacres qui... on se rappelle la fiole de Colin Powell à l'ONU. C'est l'exemple le plus parachevé. Et je crois que cette guerre en Irak
qu'elle est encore plus incroyable, parce qu'on a été loin jusqu'à imaginer un lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda via Abu Musab al-Zarqawi. On a sorti un djihadiste obscur qui vivait au Kurdistan avec ses 500 types, et on en a fait le héros de l'insurrection. Et d'ailleurs, il a été très efficace, puisqu'il a posé beaucoup de problèmes aux Américains, et il en a tué pas mal par la suite. Ouais. Et de son mouvement est né Daesh. Donc, à chaque fois, c'est des expérimentations comme ça, mais ça participe toujours du même principe, c'est-à-dire que ça vient de chez nous, et ça dit, lui il est bon, lui il est pas bon. Aussi, il y a une chose qui est très intéressante d'un point de vue, il y a aussi le vocabulaire de tout ça. Quand vous êtes, par exemple, prenez le Venezuela, Chavez oui. a toujours posé des problèmes aux États-Unis, à l'Occident, Maduro à la suite, mais au départ, Chavez est considéré et il fait partie voilà, c'est le président du Venezuela. Ouais. Et puis tout à coup, du jour au lendemain, le gouvernement vénézuélien, on l'appelle régime. Quand il y a des manifestations, on dit ce sont des combattants de la liberté. Par contre, s'il y a des manifestations pour le dictateur, c'est une foule haineuse. Donc en fait, le vocabulaire évolue, le glissement se fait. Ses partisans sont appelés des miliciens, par exemple. Voilà, il y a tout un vocabulaire qui se met en place. Ouais. Et le terme sémantique. Voilà, et le terme régime, quand on commence à vous appeler votre gouvernement régime, en général, c'est pas bon. Voilà. Et alors justement, par rapport à ça, je voudrais revenir, on en a parlé un peu, et par rapport à tout ce que vous décrivez, que ce soit encore une fois Bachar el-Assad, que ce soit Saddam Hussein, que ce soit le Hamas et son chef, et puis les autres, au fond, on a l'impression que, de ce point de vue-là, je voudrais qu'on parle un peu, non seulement des journalistes, d'un certain nombre de journalistes, il y en a qui font très très bien leur métier, et heureusement, oui. Un certain nombre d'intellectuels qui font leur métier, mais d'autres, je voudrais revenir à ce narratif, parce que on parlait du narratif au départ, et ce narratif, et qu'est-ce qui fait que, on l'a vu, pour le Covid, on l'a vu pour le réchauffement climatique, on l'a vu, mais parlons des guerres et parlons que ce soit le Proche-Orient ou que ce soit l'Ukraine, la Russie, l'Ukraine. Vous avez des gens, et non des moindres, en tout cas, qui sont dans les médias dits mainstream, etc., et ailleurs, et qui restent, mais vraiment mordicus dans leur couloir idéologique et qui n'en démordent jamais. Sauf que beaucoup de gens les écoutent et ça fait un problème quand même. Oui, on est arrivé, je crois, si on prend simplement le cas de l'Ukraine, avec, faut la nommer, la chaîne LCI, à une fantasmagorie absolue. Vous avez d'ailleurs le problème qui est posé aussi, c'est un problème entre deux types de journalisme, dont l'un a pris l'ascendant sur l'autre, qui est le journalisme de plateau. Alors vous appelez les généraux de plateau aussi. Mais comme on a eu les médecins de plateau, etc. Tout à fait. Et ça, si vous avez parlé du Covid, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu le Covid, il y a eu l'Ukraine, et vous avez les mêmes experts qui tout à coup, du jour au lendemain, deviennent experts il y a un tremblement de terre quelque part, ça y est, c'est des sismologues. Donc là, il y a une sorte de dévoiement de l'expertise, mais surtout, moi, je dirais qu'il y a un recul du travail de terrain. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui se passent pendant la guerre en Ukraine sur les fronts sont absolument visible quand on va sur place, des deux côtés, du côté ukrainien comme du côté russe. Si on passe 15 jours sur une ligne de front... Comme vous l'avez fait. Oui, on comprend. Moi j'étais au début avec l'Ukraine, d'ailleurs, je suis allé côté ukrainien pour le Figaro Magazine. Donc c'était l'époque euphorique où le monde entier, où les jeunes volontaires, dont des Français, venaient aider l'armée ukrainienne, il y avait des humanitaires, on aidait l'Ukraine, il y avait un petit côté brigade internationale en Espagne. C'était, voilà, donc j'ai vécu cette période-là en Ukraine, et puis je suis allé sur le front côté russe. Quand vous passez 15 jours avec des soldats, avec les mêmes soldats, que vous allez au front avec eux, vous allez sur les lignes, etc. Vous avez un autre point de vue, quoi. Vous comprenez leur morale. Ouais. Vous comprenez que, je pense par exemple à un argument tarte à la crème qu'on entend, que j'ai encore entendu ce matin sur France Info, c'est comment dans la bouche de Bruno Tertrais, oui, la Russie perd énormément
énormément d'hommes. Bon, moi j'ai passé 15 jours, je parle juste de mon dernier reportage, à Koursk, là où l'Ukraine a conquis des territoires à la Russie, où la bataille est terrible. Quand vous êtes dans la zone de course, Kourchatov, etc., pendant 15 jours, s'il y a 1 millier, comme ça avait été évoqué, de soldats russes qui tombent tous les jours, vous devez quand même voir quelques ambulances. Vous devez voir des hélicos, des évacuations, puisque vous êtes avec l'armée russe. Moi, je n'ai pas vu tout ça. Donc, il y a des morts, oui, tous les jours, peut-être des dizaines et des centaines de morts. Mais il n'y a pas 1 millier de soldats russes qui meurent tous les jours. Donc, tout ça, c'est des chiffres balancés. Donc, en allant côté ukrainien, on peut se rendre compte aussi de beaucoup de choses. Malheureusement, ces informations-là ne sont jamais retenues. Elles sont jamais retenues parce que autour de la table, dans des plateaux comme LCI, vous avez 4 experts qui n'ont jamais, pour certains, j'ai vu ça l'autre jour, jamais mis les pieds en Ukraine, au bout de 3 ans, et qui continuent à commenter sur ce conflit. Au soir là-dessus. C'est là où il y a un vrai problème. Moi je crois qu'il est, c'est ce déni de réalité, cette fiction, c'est même plus une narration, c'est une fiction qu'on porte, et on continue à espérer, on continue à dire, ah oui, les Russes avancent, mais au prix de pertes terribles. Bah oui, mais en fait, même si c'était au prix de pertes terribles, la réalité c'est qu'ils avancent. Et d'avoir dit pendant 2 ans qu'ils allaient s'écrouler, qu'ils mettaient des puces de machines à laver dans leur tank, etc. Mais finalement, ça n'a pas servi parce que ça a induit dans le public l'idée que les Russes allaient perdre, et on s'aperçoit qu'ils perdent pas. Voilà. Et au contraire, du coup, le public vrai problème. Exactement. Et les chiffres, je crois, d'audience de LCI sont catastrophiques à cause de ça. Voilà. Bien sûr. Mais alors justement, élargissons. Vous êtes journaliste, vous avez été toute votre vie journaliste. Enfin, jusqu'ici, vous continuerez. Et comme moi, d'ailleurs, c'est un sacerdoce. Mais qu'est-ce qui fait que, je ne sais pas si c'était, on va pas dire c'était mieux avant ou pas, qu'est-ce qui fait quand même que le journaliste d'investigation, le journaliste sur le terrain, est-ce que c'est des raisons économiques, éthiques ou autres, a quand même perdu pas mal de terrain au profit effectivement de la parlotte. Et je ne dis pas que la parlotte n'existe pas, il y a des analystes remarquables, des historiens remarquables, mais je reviens au journaliste de terrain, qui est quand même la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres, et je n'évoquerai pas les Joseph Kessel et autres. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça, je dirais pas disparu, heureusement, mais enfin ça a beaucoup diminué, à votre avis? Alors il y a 2 choses. Il y a le contexte économique qui fait que envoyer un reporter, ça coûte de l'argent, donc c'est plus facile de faire un tweet, c'est plus facile de rester et de faire une analyse à froid ou de relayer une information ou d'essayer de rebâtonner des dépêches. Ça c'est un premier point. Il y a le contexte économique. L'autre, c'est que le journalisme de terrain, par rapport à une narration imposée, est dangereux. Parce que le type qui va et qui dit, moi je me souviens, je vais le citer, comment Jacques-Marie Bourget, grand reporter à Paris Match, qui pendant la première guerre du Golfe, alors que les États-Unis nous disaient Saddam Hussein affame sa population, disait non, je suis allé sur le marché à Bagdad, je suis à Bagdad, non, les marchés sont pleins. Voilà, c'est un empêcheur de tourner en rond. Et il y a eu des cas, et je pense en particulier au Vietnam, où le journaliste et le photographe se sont rentrés de plein fouet contre la communication de l'armée américaine qui expliquait qu'on allait gagner la guerre. Et puis quand les Américains chez eux regardaient CBS le soir et voyaient l'état de leurs soldats et les massacres qui pouvaient être faits, quand vous aviez un type comme Seymour Hersh qui révélait le massacre de My Lai, où on se dit mais attendez, il y a eu Oradour-sur-Glane, c'était les nazis, mais là on fait la même chose avec et c'est nos boys qui font ça. Donc là il y a eu une sorte de prise de conscience et le journalisme est devenu dangereux. Donc il y a ça aussi. Il vaut mieux donner ça à des agences de communication internationales pilotées par, vous savez, vous connaissez bien l'Amérique, vous avez tous ces think tanks, le Hudson Institute, le National Endowment for Democracy. Qui fabriquent le narratif. Voilà, c'est toujours avec des noms vertueux qui montrent la liberté, mais en fait, les fonds sont d'origine assez obscure. Souvent, il y a le gouvernement américain là-dedans, et même les sénateurs et les congressmen américains ne sont pas au courant de ça. La politique, souvent américaine, la politique des révolutions colorées, par exemple. Mais les révolutions colorées, c'est quand même incroyable. Alors, il y a quelques types qui sont conscients. Moi, j'ai revu une vidéo il y a pas longtemps qui est incroyable. Vous avez Maïdan, vous avez la foule, et vous avez John McCain en train de filmer le résultat d'un coup d'État. Quand même, un sénateur américain qui vient se réjouir avec Victoria Nuland d'un coup d'État dans un pays. Un coup d'État complet. C'est incroyable. Où est la démocratie là-dedans? Voilà. On va
continuer de parler de tout cela. C'est vraiment intéressant et ça vous concerne tous et ça nous concerne tous après cette petite pause. Et toujours avec Régis Le Sommier, qui est le diable, l'autre l'Occident, aux éditions Max Milo. Alors on parle un peu de tous ces personnages et surtout cette espèce de, à la fois de la manière dont on les traite et du narratif. Et justement, on pourrait aussi parler de Poutine longuement, mais je voudrais peut-être qu'on aborde, parce qu'on arrive hélas en fin d'émission, on pourra en parler pendant des heures. Régis Le Sommier, que pensez-vous de ces prises de position, que ce soit sur telle ou telle plateforme, X pour ne pas la citer, et d'autres, par exemple tel ou tel patron de presse qui dit, on en parlait tout à l'heure dans l'émission, j'en parlais, voilà, moi je vais mettre les journaux que je contrôle au service de la bataille contre la droite radicale, l'autre qui dit autre chose, enfin, et puis surtout, les positions du service public, je rappelle, payées par les Français, par les 26 millions de foyers français. Oui, tout à fait. Moi, je fais une première remarque là-dessus, ce qui est assez incroyable dans cette, on va dire, croisade contre la plateforme X, avec ces appels à... je vois d'ailleurs, mais il n'y a pas que ceux qui disent il faut interdire. Vous avez des journaux, tout simplement Le Parisien ce matin, qui posent la question. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est quand même assez incroyable. Donc on s'interroge sur le fait qu'on peut-être interdire en France une plateforme où il y a 330 millions d'abonnés. Donc voilà. Alors il y a une chose qui est absolument paradoxale dans cette attitude, dans cette croisade vertueuse contre l'hydre Elon Musk, qui d'ailleurs ne fait qu'exprimer des opinions. Hein. Il n'a pas d'impact. Des opinions extrêmement différentes. 50% démocrates, 50% républicains. C'est ce qu'il a réussi à refaire sur X, alors que à l'époque le ratio était différent. Non, il faut jamais oublier que quand Poutine a interdit X en Russie, on criait à la dictature, et donc quand X a été et là on se propose de l'interdire au nom de la liberté d'expression. C'est ça qui est absolument... Moi je trouve qu'on entre dans une ère ubuesque où voilà, et je pense que j'ai vraiment l'impression que ces gens ne réfléchissent pas alors sur d'autres domaines. J'entends Thierry Breton parler d'arrêter de supprimer les élections en Allemagne après avoir cautionné la suppression. On l'a fait en Roumanie, on le refera en Allemagne. Au nom de la liberté, encore une fois, André. Et donc ça, c'est vraiment abracadabrantesque, comme disait Chirac. Et je trouve, au-delà de ça, que oui, l'attitude de Monsieur Pigasse, qui utilise ses deniers personnels effectivement pour financer une partie de ses médias, mais participe aussi dans certains autres sur France 5 de médias qui sont payés par le service public. Ces médias-là sont payés avec de l'argent collectif. C'est très bien de dire, il a tout à fait le droit de dire qu'il veut faire une croisade. Si c'est son argent, bien lui en... Voilà, il fait ce qu'il veut. Sûr, c'est légitime. La différence entre Musk, Bolloré et Mathieu Pigasse, c'est que ni Musk ni Bolloré ne reçoivent d'argent public et ne font leurs médias avec de l'argent public. Au nom de quoi devrait-on... Ni Sud Radio, ni Omerta, ni d'autres. Mais exactement, voilà. Personne ne reçoit cet argent-là, en tout cas pas l'argent des impôts des Français. Et avec l'argent des impôts des Français, mais on vient de leur dire, ah ben non, on va faire une croisade contre la droite radicale, parce qu'il faut vous en prémunir. Hein. Toujours avec cette attitude que on sait mieux que vous, on va vous protéger. C'est bon pour vous. Ouais. En plus, ces gens n'ont pas compris qu'ils avaient changé d'époque, que les gens sont conscients aujourd'hui. Il n'y a pas l'ignorance a reculé. En tout cas, et cette sensibilité médiatique, elle existe, et beaucoup de gens ont un avis là-dessus. Ils sont peut-être pas d'accord avec Elon Musk, peut-être pas d'accord avec Vincent Bolloré, mais en tout cas, ils ont envie que la liberté demeure. Et je crois que c'est une valeur très importante pour beaucoup de Français de beaucoup de bords différents. Tout à fait, Régis Le Sommier, pour rejoindre le titre de votre livre, L'enfer est pavé de bonnes intentions.